Direx. Alors, monsieur Kwaku Loussin, vous êtes dans le domaine depuis plus de 40 ans. En tout cas, merci encore de nous faire... vraiment, c'est vraiment, hein, parce que dans ce domaine-là, comme on a dit, il est nouveau et il y a des personnalités qui sont pour nous une mine inépuisable hein, de savoir. Les consommateurs souvent se plaignent. Alors, quelle est la réponse qu'on peut donner aux consommateurs de façon optimale? On profite vraiment de ce Sirex pour en parler. Les consommateurs, à corps et à cri. Ils se plaignent, ça dépend de quoi ils se plaignent. Une gestion fluide. Est-ce qu'ils se plaignent de la qualité du produit? De la Ou bien se plaignent de disponibilité, la disponibilité permanente du produit. Bon, par exemple, je pense qu'on ne se plaint pas pendant la disponibilité du pétrole, de l'essence à la pompe. Il y a toujours de l'essence à la pompe. Je crois que les plaintes viennent en général de la disponibilité du gaz butane, du gaz domestique. Vous-même, vous avez dit. OK. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le gaz butane provient du raffinage du pétrole. OK. Et en Côte d'Ivoire, jusqu'à une certaine date, le gaz butane provenait seulement de la raffinerie. Et puis ensuite, Petrosi a créé une structure qu'on appelle Lyon GPL qui prend le gaz naturel qu'on produit en mer et une partie est transformée en gaz butane. Mais au fur et à mesure qu'on a fait la promotion de la consommation du gaz butane dans les foyers, la demande a augmenté. Et il faut à cela ajouter les problèmes de stockage du gaz butane. Et je crois que l'État fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup plus de sphères en Côte d'Ivoire pour stocker le gaz butane. Je crois que depuis un certain temps, il y a moins de personnes qui se plaignent parce que à cause de la Pourquoi il y a eu tant de plaintes comme ça? Il y a eu tant de plaintes pour le commun des mortels qui nous regardent. Parce que le ministère a voulu qu'on soit vraiment open, hein, qu'on explique beaucoup de pédagogie. Pourquoi toujours sur le gaz, il y a des plaintes? Techniquement, vous qui êtes là depuis longtemps au niveau dans le secteur, vous êtes un témoin privilégié de l'histoire, de l'optimisation hein, de ce besoin des consommateurs-là. Pourquoi c'est toujours vers ce produit-là? Mais c'est ce que je vous dis, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de capacité de stockage. Maintenant, la Côte d'Ivoire a favorisé la construction de sphères. Il y a beaucoup plus de sphères. Il y a beaucoup plus d'industries qui se sont intéressées au gaz butane et qui ont construit des sphères. Donc, on peut stocker des quantités suffisantes pour satisfaire la consommation locale. Donc, vous voyez que maintenant, il y a moins de plaintes, il y a moins du fait qu'il n'y a pas assez de gaz. Vous avez fait un sondage pour voir qu'il y a moins de plaintes? Oui, je pense qu'il y a moins de plaintes parce que je suis ivoirien, j'habite le pays, je sais qu'il y a moins de plaintes. Mais comme je dis, c'est dû au fait qu'il y a maintenant beaucoup plus. Et c'est dû au fait que l'État, sous plein geste aussi, a beaucoup plus de capacité de stockage. Les entreprises privées ont construit des sphères et ça permet aujourd'hui d'avoir une distribution plus fluide. Maintenant, une autre des difficultés qui fait qu'il y avait ces plaintes, c'est le transport du gaz butane jusqu'au domicile. Quand je vais faire le plein de bouteilles de gaz, que je vais jusqu'à Djamé, quand j'arrive à Djamé, mon partenaire me prend toutes mes bouteilles. Et quand moi je charge au Pougon, le monsieur n'a pas le temps de retourner. Donc ce qu'il nous faut en plus pour vraiment satisfaire à toutes les demandes, c'est multiplier les centres d'emplissage de bouteilles. Si on a beaucoup plus de centres d'emplissage, le problème de plaintes de gaz butane va Monsieur Bliabo, je vous vois bondir, vous êtes, non, je voulais juste... vous êtes séduit par l'explication du doyen. Bien sûr, c'est mon parrain, donc je ne peux que me reconnaître dans tout ce qu'il dit. Je dirais pour moi, les plaintes viennent les bouteilles de B12, les petites bouteilles, qui... B6. C'est les B6, les petites bouteilles, voilà. C'est ce qu'on appelle Butaga, c'est ça, non? Les petites bouteilles. Voilà. B6. Et en grande partie, selon ce que je sais, parce que j'ai un peu étudié sur ça, elles proviennent en fait de la fiabilité de ces bouteilles-là, ce qui entraîne certains départs de feu, mais qui est dû, comme elle dit, au transport, mais aussi au déchargement. Quand les gens arrivent pour décharger ces bouteilles-là, ils les jettent. Et dans le système de sécurité de ces bouteilles, très souvent, il y a du sable qui s'introduit, alors les bouteilles perdent leur intégrité. Donc, le problème de plainte ou de choses incombe aussi aux populations locales.
Wow. dû à la mauvaise utilisation des bouteilles. Monsieur Amoua Ngatia, vous êtes de cet avis-là? Oui, tout à fait, tout à Grand fait. consommateur que vous êtes? Oui, parce que en fait, vous savez, juste pour la petite histoire, l'État de Allez-y. Côte d'Ivoire a vraiment voulu que les gens essaient de protéger la forêt. Donc, moins de charbon que du butane Oui. pour les ménages. C'est une volonté politique de l'État de permettre à ce qu'on utilise beaucoup plus de butane. Et la Côte d'Ivoire a subventionné pendant de nombreuses années la consommation du butane. Et c'est pour ça que l'État n'est pas content que l'usage de certaines bouteilles puisse aller comme combustible d'automobile, par exemple. Je suis d'accord avec l'argument qui veut que plus de sources de stockage vont aider à créer moins de ruptures dans l'accès des bouteilles. Je suis d'accord que s'il y a plus de distributeurs à l'intérieur du pays, il y aura moins de problèmes de stockage. Également, l'usage des bouteilles également pourrait réduire les problèmes de stockage qu'on a. Mais il faudrait également, moi, en termes de solutions, il faudrait que également l'État puisse continuer d'encourager les acteurs privés à investir dans ce secteur pour qu'il y ait beaucoup plus de réseaux de distribution à travers tout l'ensemble du pays. Ça pourrait aider. Messieurs, le débat est très très intéressant. On remercie tous ceux qui nous regardent, qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. On trouve que vous êtes très explicatif et vous êtes réaliste. Alors, la dernière partie de cette émission sera consacrée à certaines questions relativement à la transition énergétique, au développement durable. Quand on prend le monde de l'amont et de l'aval, quand on veut coupler cela à la transition énergétique, au développement durable, je vois que les mines changent. Je vois que les mines changent. Entre l'amont et l'aval, qui pollue le plus, M. Biabo? Ah, c'est ça aussi, ce sont des problématiques, M. Biabo. Pour parler de pollution, Et quelles sont les solutions envisagées par secteur, je dirais que c'est des choses qu'on peut contrôler. Voilà. C'est-à-dire, on peut contrôler, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire produire de façon responsable en minimisant les gaz à effet de serre. Oh. Alors, aujourd'hui, il existe beaucoup de techniques pour en fait minimiser les effets les gaz à effet de serre. Je suis aussi pour les énergies renouvelables, mais je ne suis pas encore convaincu de leur efficacité. Parce que même quand on parle de véhicules électriques, alors on parle d'un véhicule électrique, sur la base de quoi? Il fonctionne à partir de quoi? De l'électricité. Comment est-ce qu'on fait de l'électricité? C'est toujours à partir d'énergie fossile. Donc on a toujours du fossile, en fait, dans ces nouvelles sources d'énergie. Vous pensez qu'on ne pourra jamais se passer du fossile, honnêtement? Yeux dans les yeux. Pas, en ma connaissance, pas dans les prochaines 15 années. D'accord. Parce que vous prenez aujourd'hui un véhicule électrique, je ne suis pas sûr que vous pouvez faire plus de 500 km avec ce véhicule. Les gens ont besoin de se déplacer. Les démarches sont incluses en termes de déplacement, mais les véhicules qu'on a aujourd'hui ne sont pas efficients. Je veux dire, en termes de distance par charge. Ah, mais ça évolue, hein? Oui, ça évolue. Ça évolue. Pour l'instant. Pour l'instant, ça évolue parce que... OK. Alors, et vous, monsieur Amoua, au niveau donc de l'avenir de la planète? Non, moi L'amont, l'aval. je pense que honnêtement, le fossile a de beaux jours. Le fossile a de beaux jours. Je ne vois pas l'arrêt du fossile les 50 prochaines années. Est-ce que ça empêche des solutions, comme il a dit, hein, Non. atténuées? Parce que le progrès technologique nous permet aujourd'hui d'avoir de meilleures techniques de recherche et de production des hydrocarbures. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui évitent du flaring, c'est-à-dire torcher le butane lorsqu'ils sont en train de produire. La technologie permet à toutes les entreprises aujourd'hui qui sont dans le secteur du pétrole de travailler à décarboniser leur activité. Ça, c'est un fait. Mais aussi, je tiens pour dire que l'on ne pourra pas se passer du fossile les 50 prochaines années, au moins. Le fossile est un élément qui a permis aux économies les plus développées d'être là où elles sont. Et l'Afrique aujourd'hui a besoin du fossile
pour booster son développement. Je ne vois pas l'arrêt du fossile, moi. Monsieur Kwaku Lossin, comment vous voyez tout ça? Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y a quelques années, on ne parlait pas d'environnement, on ne parlait pas d'écologie. Maintenant, on en parle, donc on a conscientisé les humains à faire plus attention à ce qu'ils font. Mais en le faisant, il faut comprendre qu'il y a des étapes à franchir. Il faut aller étape par étape. Comme ils disent, le fossile ne va pas disparaître. Il a donné l'exemple de, vous prenez une voiture électrique, c'est quoi? C'est l'accumulation dans une batterie. La coque de la batterie est faite de quoi? D'énergie fossile. Hein, tout ce qui est plastique autour, c'est la pétrochimie. Donc, même après ça, qu'est-ce qu'on fait de la batterie? On la met dans la nature. Donc, bien, c'est bon de dire qu'il faut éliminer le fossile, mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a des étapes à franchir. Et si on ne va pas, on ne franchit pas ces étapes, on risque d'être dans un système où on va, dans 50 ans, se dire, pour qu'on a fait beaucoup de batteries, on ne sait pas comment s'en débarrasser, pour qu'on a fait beaucoup d'éoliens, pour qu'on a fait beaucoup de panneaux solaires, et tout ça. Donc, c'est bon d'avoir un environnement sain, mais en même temps, il faut être conscient que les deux sources peuvent cohabiter en prenant des mesures pour éliminer tout ce qui est carbone. Monsieur Amoa. Non, il faut plutôt aussi insister sur le fait qu'il faut emmener les entreprises à continuer à subventionner la recherche technologique. Il faut aider les scientifiques, il faut financer la recherche pour qu'on ait des nouvelles technologies qui permettent de travailler, de produire du pétrole plus proprement. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas vendre aux gens l'idée que demain, on aura des usines qui vont tourner avec du vent. On aura des usines qui vont tourner avec des batteries. C'est leur mentir. Si vous voulez que je sois direct, c'est leur mentir. Quelle relation vous avez avec les communautés pendant l'amont, pendant l'aval? Où est-ce que c'est plus facile de commercer, entre guillemets, avec elles? Je vais dire, le relationnel, le réseautage avec les communautés, est-il plus facile en amont ou en aval, ou bien c'est un mix des deux? Ça dépend de où on fore. Hein. Donc en Côte d'Ivoire, si on fore, on est en mer. Donc je ne crois pas qu'on ait des communautés locales qui sont en mer. Mais dans d'autres pays, quand on fore ce qu'on appelle onshore, pour certains pays où on a eu à travailler, on a eu à forer des puits dans des villages. Alors je pense Comment ils appréhendent ça? Comment ils appréhendent, je veux dire, les premiers vagissements, entre guillemets, hein, les premiers rugissements? Comment ça se fait? Le relationnel, est-ce que c'est frontal? Est-ce que c'est distant? Est-ce qu'il y a des stratégies, par exemple, pour aller parler aux populations, aux communautés? Je pense qu'il faut impliquer la communauté. Bien sûr. Quand vous arrivez dans une zone, même si vous êtes en mer, que vous forez, de toute façon, vos pipelines vont revenir chez toi. Exactement. Voilà. Donc, il faut déjà, dès le départ, être en bonne intelligence avec la communauté dans laquelle vous allez travailler, de telle sorte qu'ils comprennent que vous êtes ensemble pour développer un projet qui va bénéficier à tout le monde. C'est quoi la bonne intelligence? La bonne intelligence. Ça peut différer d'une personne à une autre. Non, la d'une bonne société à une autre. La bonne intelligence, c'est comprendre et accepter ce que la communauté veut. La communauté, tout ce qu'elle veut, c'est améliorer son bien-être. Exactement. Donc, si je suis dans un domaine qui va impacter une zone donnée, je m'assure que l'impact est minimisé, mais en même temps, je m'assure que je concours à leur bien-être. Par exemple, en leur offrant, pour exemple, un centre médical qui voit que ma présence a apporté un bien-être dans la communauté dans laquelle je paye, par exemple. Et rester dans cette dynamique-là tout au long de l'activité. Vous verrez que l'engagement des parties prenantes, le stakeholder engagement, comme on dit chez nous, il faudrait faire en sorte qu'on puisse respecter la culture des populations locales. Tout à fait. Toutes les entreprises qui ont respecté les cultures des entreprises locales ont eu moins de problèmes que celles qui n'ont pas respecté les cultures des entreprises locales. Vous avez des exemples concrets d'entreprises qui n'ont pas respecté la culture locale? Comment ça s'est passé? Donnez-nous, on veut ces exemples-là. Comment ça s'est passé? Non, parce qu'il y a des... Moi, je peux donner juste un exemple. Voilà. Le doyen va nous... Ah là là, j'attendais ça. Oui. J'arrive dans une zone. D'accord. La première des choses à faire, c'est aller saluer le chef du village. Très important. Parce que moi, je suis entreprise internationale, j'arrive, je ne connais pas les coutumes locales. Je me mets là, je commence à faire mes opérations.
C'est le basique, normalement. Ça, c'est mais celui qui vient des sait pas. États-Unis ou bien X, il ne sait pas. Donc, il faut que, quand il arrive dans le pays, il ait assez d'éléments, assez de personnes qui puissent lui donner cette information Tout à fait. pour qu'en rentrant dans le village, il puisse respecter la coutume, ne serait-ce qu'aller dire bonjour à la population avant de mettre la première pioche. Et au fur et à mesure, créer cet environnement et créer ce relationnel entre la population et toi, de telle sorte qu'on sent que vous êtes ensemble pour faire le projet. Il faut qu'ils sentent qu'ils appartiennent au projet. Pour donner un contre-exemple, dans l'un des pays où nous avons eu la chance de travailler, alors un puits a été foré. Les villageois ne bénéficiant pas en fait des ristournes de la manne pétrolière, alors ont décidé de prendre en otage les employés de cette entreprise pétrolière. Ça a dû créer des problèmes. On a dû intervenir avec les sociétés locales afin de libérer après 11 jours les employés de cette entreprise en fait. Wow. Ouais. Donc il faut avoir assez de tact. Il faut aussi l'amont et l'aval dans la communication aussi. Bien sûr. C'est très très important. Ouais. En fait, c'est ça, il faut ce tact-là. Mesdames et messieurs, il nous reste, mesdames et messieurs pour les téléspectateurs, messieurs sur ce plateau, il nous reste 10 minutes d'émission et j'ai voulu qu'on consacre ces 10 minutes au métier de l'amont et de l'aval. Tu sais qu'il y en a énormément de métiers, parfois qui sont méconnus et surtout dans votre secteur. C'est un secteur où il y a peu de communication, hein, souvent. Donc il faut beaucoup, oui, le monde des ingénieurs et la communication, parfois, voilà, parce qu'on dit que les ingénieurs disent qu'ils savent tout, donc ils n'ont pas besoin de communiquer. Bon, alors que la communication est très très importante dans votre secteur, non hein, Monsieur Kwaku Lossin, donc, ne me dira pas le contraire, lui qui a traversé donc énormément de situation, il sait que la communication est très importante. C'est tout l'esprit, bien sûr, de ce Sirex TV pour lever le point de voile sur ces choses-là. Et puis, il y a beaucoup de mythes aussi. On dit que vous avez beaucoup d'argent, tout ça. Mais oui, quand vous allez dans les stands, les questions qui reviennent souvent, donc c'est le moment de parler un peu de métier. Ce matin, dans la matinale avec Laetitia, on parlait de salaire, de géologue, tout ça. Ça fait rêver. Hein. Moi, je vois les yeux des étudiants quand ils viennent dans les stands, là, tout de suite, c'est monsieur, vous touchez combien? On va en parler, mesdames et messieurs. Ce sera la dernière partie de cette émission, les métiers de l'amont et de l'aval. Dans quelques instants, restez avec nous. Vous êtes sur Sirex TV, c'est le grand plateau. À tout à l'heure. Retour sur le plateau, retour sur le grand plateau, hein, c'est le dernier rendez-vous de donc Sirex TV. Normalement, maintenant, on peut avoir des surprises, hein, des éditions spéciales donc, pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes au deuxième jour du Sirex pour le Sirex 2024. On est très très heureux d'être avec vous. Il y a une belle affluence, la moyenne est très bonne au niveau également de la qualité des intervenants et surtout des panels et de tout ce qui se passe autant du côté de l'auditorium mais dans les stands. Il y a des associations, il y a des affaires qui se font, il y a des deals comme on dit hein, qui vont se concrétiser tout au long de ce salon-là. C'est un grand moment aussi de réseautage, de communication, de positionnement. Bref, c'est un secteur des mines, du pétrole et de l'énergie qui est en pleine ébullition. Et vraiment, c'est un plaisir pour mon invité, M. Kwaku Lossin, General Manager de CNR International, Côte d'Ivoire. M. Patrick Bliabo, General Manager Western Partners, Côte d'Ivoire, trésorier de GES Petrogaz. M. Amoa Ngatia, directeur pays de Tullow. Donc, alors, ça se passe comment, soit dit en passant. Il y a des deals qui ont été... Allez, donnez-nous des exclusivités. Tout le monde me montre M. Bliabo. Ouais. M. Bliabo. Il y a de bonnes nouvelles, c'est le jour 2. Hein. C'est le jour 2. Je pense on a pu conclure certaines choses. Non, le plus important, c'est ne pas de signer des contrats maintenant, mais beaucoup plus de construire son réseautage. Très bien. C'est la première fois que je rencontre le directeur général de Tullow. Je suis une entreprise de service. À partir de là, on peut commencer notre réseautage. L'histoire retiendra que c'est à partir de notre plateau. Exactement. Oui, d'accord. Il faut nous inviter à la signature. Et vous, monsieur Amoa? Non, personnellement, Tullow n'a pas signé de Tullow est content d'être au CIRES. Bien sûr, Tullow est content et Tullow va rester de redevable de cette terre qui accueille les investissements dans le oil and gas.
D'accord. Et il y a de bonnes perspectives. Oui. Il y a des rendez-vous calés, il y a un réseautage qui est actif. Nous sommes sponsors pour véhiculer notre message d'optimisme. Honnêtement, nous aimons cette terre de Côte d'Ivoire, pas parce que je viens de la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment une terre qui arrive à attirer l'investissement. Monsieur Kwaku. Oui, moi je crois que c'est un bon deal. Hier, j'ai signé avec la direction des hydrocarbures un protocole d'accord qui va permettre à mon entreprise de proroger la production en Côte d'Ivoire au-delà du terme déjà prévu. Donc après les 25 ans, on va continuer à produire en Côte d'Ivoire. Ah, mais on peut applaudir, là, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Le protocole a été signé hier en présence de monsieur le ministre, donc c'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Oui. Félicitations. Félicitations pour ceux qui travaillent également dans cette entreprise. Justement, parlant des travailleurs, on en est maintenant aux métiers. Oui. Les métiers de l'amont et de l'aval. Quels sont ces métiers-là, les métiers cardinaux, principaux de l'amont et de l'aval? On va commencer par l'amont. Monsieur Kwaku, vous avez la parole, vous la gardez. Les métiers, il n'y a pas de métiers cardinaux, mais les métiers de base. Il y a le fait que tu as des ingénieurs de production, tu as des ingénieurs réservoirs qui sont en charge de s'assurer du maintien du réservoir, de la productivité du réservoir. Tu as des ingénieurs de forage. Mais à côté de ça, le plus important, c'est tous les petits métiers qui concourent à la production et à l'exploration. Vous avez des foreurs et sur une plateforme de forage, vous avez tous les corps de métiers. Il y a du plus bas jusqu'au plus élevé grade de forage. Mais en production, il y a beaucoup plus de métiers qui sont des métiers plus durables. Vous avez des électriciens, des instrumentistes, vous avez des mécaniciens, des boulangers, des cuisiniers. C'est tout un village de 200 personnes, 300 personnes à nourrir. Donc on a tous les corps de métiers, mais du point de vue spécifique pétrole, vous avez tous ces jeunes qui, dans leur formation de base, comme électriciens, instrumentistes, peuvent travailler dans le domaine pétrolier. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, on est, comme on a dit là, c'est vrai que c'est petit, c'est progressivement. On n'est pas un pays qui tout de suite a vocation pétrolière, par exemple, mais les choses sont en train de changer positivement. Positivement. Monsieur Amoa est d'accord avec moi. Non, tout à fait, je suis totalement d'accord. Tous les corps de métier, comme il a dit tout à l'heure, et puis il y a des métiers un peu plus spécifiques, la géologie, tout ce qui est géosciences, etc., liés à l'étude de la structure de la Terre, etc., jusqu'à l'extraction de l'huile. Tous ces métiers-là sont purement techniques et concourent à ce qu'on puisse produire et rechercher les hydrocarbures. Mais j'aimerais insister sur un fait. Dans une entreprise qui fait du oil and gas, on a besoin de tous les métiers. Vous avez ressources humaines, directeur financier, directeur de communication, partout. Donc, je vous assure, ce qu'il faut s'assurer d'avoir, c'est la présence d'un bassin sédimentaire qui produit de l'huile, comme on l'a en Côte d'Ivoire. Maintenant, notre deuxième souhait, c'est qu'il y ait des découvertes. Quand il y a des découvertes, il y aura des entreprises qui vont s'installer et ils vont donner d'opportunités à beaucoup de personnes de faire leur métier d'expertise dans plusieurs domaines. Donc vraiment, c'est vrai qu'on appartient à un secteur des énergies extractives, mais on peut donner libre cours à tous les corps de métier. Monsieur Biabo, corps de métier, c'est vrai. Est-ce que le genre, vous pensez que le domaine va se féminiser de plus en plus? Parce qu'actuellement, les chiffres ne sont pas bons au niveau de... On est d'accord. Donc, vous me permettez, avant de répondre à cette question, donc en plus de ce qu'ont dit mes confrères, je voulais dire qu'il y a des métiers qu'on n'apprend pas à l'école. Comme il a dit, sont vraiment spécifiques. Alors, quand je prends par exemple ce qu'on appelle wireline, parce que j'en suis un, wireline logging, c'est l'étude de géographie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans l'école conventionnelle. Alors, l'entreprise qui t'embauche, c'est son métier, elle va te former sur ce métier. Donc, tu verras des métiers qui sont plus ou moins fermés parce qu'on ne les connaît pas, mais l'entreprise qui t'embauche va le faire pour toi. Pour revenir aux gens, c'est vrai, c'est une industrie qui a été longtemps vue comme une industrie macho, mais de plus en plus, il y a des métiers qui s'ouvrent à tout le monde. On a aujourd'hui des femmes qui sont sur les rigs de forage, en tant qu'ingénieur, soit réservoir, soit ingénieur forage. On a même des pays où on a des femmes sur le rig floor,
ce qu'on appelle les roustabouts. Les femmes directrices générales On a les femmes directrices générales d'entreprise. d'entreprise. Donc, je dirais, à mon sens, la question du genre ne se pose plus dans leur domaine. Ouais. Elles ont la possibilité d'accéder à tous les corps des métiers. Messieurs, merci infiniment. J'ai été vraiment positivement bluffé par votre simplicité. Et je vois que dans ce secteur-là, l'une des choses que je remarque le plus, c'est la simplicité des gens et surtout le côté pratique, pragmatique, discret, sans tapage. Et vous êtes des personnalités très agréables. Très agréable. Vous faites honneur au secteur. Merci à l'expérience de M. Kwaku Lossin, général manager, qui nous fait montre chaque fois qu'on le sollicite de sa sagacité, de sa vitalité sur tous les domaines. Merci infiniment de nous avoir honorés d'être passés sur ce plateau. Merci également à Patrick Bliabo avec son côté tonique et très très pratique également sur les sujets. Merci infiniment. Salutations à tous vos collaborateurs, tous ceux qui gravitent dans votre giron. Et puis aussi, on n'oublie pas M. Amoua Ngatia, qui, avec son flegme mais surtout son dynamisme, nous a permis franchement d'aborder tous les secteurs de l'amont et de l'aval, côté juridique, au niveau des métiers, tout ça. J'espère que vous avez pris du plaisir à être avec nous, autant que moi j'en ai eu, avec toutes nos équipes à préparer. Merci infiniment. Un dernier, comme on dit communément chez nous, on va faire un dernier tour de table. On va commencer par M. Bliabo et terminer par le doyen. M. Bliabo. Je voudrais dire merci à les perspectives, le CIREX. Oui, je voudrais dire et merci après, à l'État des Côtes d'Ivoire, au ministère des Mines et Pétrole, d'avoir organisé ce CIREX. Et merci à vous aussi de nous permettre de parler de ce secteur qui est plus ou moins fermé. Je profite de l'occasion pour dire que le GS Petrogas, mais pas Western Partners, au cours de ce CIREX, a signé ce matin une convention de partenariat avec une entreprise Cirrus. beaucoup de signatures, c'est bien ça. Financement des entreprises locales pour montant de 50 milliards. Ah, bravo. De très bonnes nouvelles sur ce plateau. C'est ici que tout se passe, mesdames et messieurs. Monsieur Amoua. En termes je voulais revenir sur votre dernière question parce que vraiment, elle m'a plu au niveau du genre, au niveau des métiers. Moi, j'appartiens à une entreprise où le genre n'est pas un slogan, c'est vraiment quelque chose qui se vit. Une réalité quotidienne. Quand je prends nos opérations au Ghana, la DGA est une femme. La directrice de toutes les opérations de forage, c'est une femme. Ça s'est jamais vu et c'est une femme qui dirige et une femme locale, ce n'est pas une expatriée. Donc vraiment, j'encourage toutes les femmes à ne pas avoir peur de s'inscrire dans les matières scientifiques, de faire tout ce qu'elles veulent et elles seront là quand il le faudra. Vraiment, qu'elles soient patientes et qu'elles n'aient pas peur des métiers extractifs. C'est ce que je voulais dire. Et le dernier mot revient au doyen. Le dernier mot, c'est déjà dire merci au ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie de donner l'occasion aux Ivoiriens de se familiariser avec le secteur du pétrole, des mines et de l'énergie, et surtout donner l'opportunité aux étudiants de se rapprocher de cette industrie pour avoir plus de motivation. Et merci à vous de nous avoir reçus cet après-midi. Je pense que le CIREX va être le moteur et un élément, un motivateur de tous ces jeunes qui ont envie d'embrasser notre carrière. Et c'est la meilleure conclusion, élément moteur, le CIREX qui va motiver. Vraiment, merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Je suis Marcelin Govoy, très très heureux j'ai été. Je rappelle que demain, sur ce plateau, à 9h, on aura bien sûr une interview exclusive et spéciale de monsieur le directeur général de la Société ivoirienne de raffinage. M. Tchotcho Soro sera sur ce plateau. Il nous fera les signes honneurs de son auguste présence sur ce plateau de CIREX TV pour nous parler de la première entreprise industrielle de Côte d'Ivoire, de comment ça se passe. Je rappelle que M. Soro Tchotcho est arrivé donc à la tête de la CIR depuis août 2021. Il nous parlera donc des activités et j'espère que vous serez avec nous. Vous allez nous suivre sur tous les réseaux afin donc d'entendre M. le directeur général Soro Tchotcho qui viendra avec toute une équipe ici pour nous parler bien sûr de la CIR. La CIR qui est également présente également à tous les panels. Monsieur le directeur général est prêt sur tous les panels et aussi au stand comme tous les sponsors de ce rendez-vous. Merci à vous et puis on se retrouve normalement demain, mais nous sommes là au cas où il y a une édition spéciale. Nous sommes disponibles. Remerciements à 2A Consulting et à toute la team qui permet à tout le monde de vivre les principales palpitations, vibrations, inclinaisons et déclinaisons
de ce CIREX 2024. CIREX.